Madame, Monsieur, bonsoir. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce tout nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, mais surtout pour cette toute nouvelle saison de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Madame, Monsieur, c'est avec grande joie et grand plaisir que je vous accueille ce soir pour ce nouveau numéro de 2025. Mais avant d'entamer cette émission, permettez-moi de vous souhaiter bonne année et meilleurs vœux à vous et à l'ensemble du continent africain et que l'esprit panafricain règne dans cette émission, mais aussi en Afrique. 2025, cette année est déjà placée sous les signes des grands bouleversements. Le duel ou les duels de la multipolarité sont déjà en marche. Au cœur de cette dualité des forces, les appétits pour l'Afrique sont aussi féroces qu'au début du siècle dernier. L'Afrique, on le dira jamais assez, c'est impressionnant en chiffres, en richesse, en histoire, mais aussi en culture et même en richesse démographique. Des enjeux qui intéressent de près les puissances impérialistes. C'est sous le prisme de la domination civilisationnelle que s'est construite au fur et à mesure de l'histoire l'image de l'Afrique et donc son histoire moderne. Mais cela n'est pas toujours vrai. On va essayer de déconstruire tout au long de cette émission, mais surtout tout au long de cette saison, ces prismes qui ont façonné l'image de l'Afrique. On le dira jamais aussi assez et pourtant l'histoire de l'Afrique et des Africains rappelle cette histoire n'est pas celle d'un continent, mais celle des dominants et de dominés. C'est aussi l'histoire du tiers-monde qui se résume en Afrique. L'Afrique, cette grande inconnue d'un grand public qui ne cesse de s'intéresser à son histoire. Et pour parler de ces questions lors de ce premier numéro, mais surtout des enjeux qui attendent l'Afrique en 2025, j'aurai le plaisir d'être accompagné de deux habitués de Cap sur l'Afrique. Comme vous le savez, comme j'aime à le dire, l'Afrique, c'est le continent des valeurs. Donc, je vais commencer par présenter l'aîné de mes invités, qui est aussi mon aîné et l'aîné du deuxième invité, Monsieur Omar Benbarti, analyste des questions politiques. Monsieur Omar Benbarti, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir et merci pour l'invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs. J'aimerais juste dire une chose avant de commencer, c'est que je suis très content que revienne cette émission Cap sur l'Afrique, parce que Algérie 24 News, c'est une chaîne internationale, et comme telle, elle doit rayonner sur le continent auquel nous appartenons. Nous sommes avant tout un pays d'Afrique. C'est le grand retour de Cap sur l'Afrique, effectivement, Omar, et on va essayer de déconstruire ces idées reçues sur notre continent tout au long de cette nouvelle saison. J'aurai aussi le plaisir d'être accompagné ce soir d'un autre habitué de Cap sur l'Afrique, mon frère Jonathan Batangene. Bonsoir, Jonathan. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, Tiniman. C'est un plaisir que d'être encore ici avec tous les magnifiques téléspectateurs de Al24. Pendant le temps où ça nous a manqué, cette émission Cap sur l'actualité, nous espérons que c'est parti pour une nouvelle saison avec beaucoup d'enseignements. Et c'est aussi un plaisir d'être avec l'aîné Ahmad. C'est un plaisir parce que c'est la génération qui a combattu avant nous et ils sont là pour nous transmettre le flambeau. Bonne année à tous les téléspectateurs, bonne année à vous tous. Jamais sans l'Afrique et jamais sans vous, très chers téléspectateurs. Je vous retrouve juste après ceci. Alors, très chers invités, ce soir, avant justement de revenir sur cette année 2025, mais aussi de faire un petit passage sur cette année 2024 qui a été riche en événements, je commence avec vous, Omar Benbarti. Alors, comment va l'Afrique en cette année 2025 ? On sait quelques jours ou bien c'est quelques semaines déjà où 2025 a été entamé, à votre avis ? L'Afrique est un pays, un continent qui se porte bien, malheureusement, au détriment de certains nombres d'autres pays qui n'acceptent pas de voir ce continent se développer et surtout ce continent qui est en train de s'efforcer de se libérer. Il y a des tas de pays dans le monde qui souhaiteraient faire main basse sur les richesses potentielles dont recèle ce continent. Nous savons très bien que l'Afrique est un continent très riche, que les ressources naturelles y sont très importantes, que ce soit l'uranium, le pétrole, le gaz, l'énergie, les hydrocarbures, l'or, la bauxite, le lithium, etc. Je ne parle pas des terres rares, de ce que l'on appelle les métaux rares, mais c'est un pays un continent qui présente beaucoup de ressources et de richesses naturelles importantes, et cela, bien entendu, va faire l'objet de convoitises énormes, et cela fait depuis 4 siècles maintenant
que ce continent a fait l'objet de convoitises. Cela n'empêche pas qu'il y a de nouvelles générations, et je suis heureux d'avoir entendu notre ami Batengue se rappeler qu'il y a des générations qui se sont battues bien avant nous et qui, depuis des années, des décennies, s'efforcent de faire en sorte que les choses puissent changer. Elles sont en train de changer. Et donc le continent va vers un avenir que moi je considère comme étant un avenir radieux. Et j'espère que les mésententes ou les petits conflits qui peuvent surgir ou les querelles qui peuvent apparaître par-ci, par-là, ce sont des querelles qui sont un peu naturelles dans la mesure où nous avons hérité d'un passif très lourd. Justement, M. Omar Benparti, vous venez de parler de querelles ou de petites tensions qui existent entre les pays africains. Je viens vers vous, Jonathan Botengene. L'année dernière ou l'année 2024 avait commencé avec ce coup surprise de la diplomatie éthiopienne qui reconnaît un territoire indépendant qui est le Somaliland. Et on a compris au fur et à mesure de l'année qui s'est écoulée que jamais en Afrique les tensions entre pays ne regardent que seulement deux pays. Il est toujours question de géopolitique, il est toujours question de conflits entre plusieurs puissances qui s'affrontent, n'est-ce pas? Tout à fait. Il faut noter qu'au sortir du 19e siècle, l'Afrique a été perçue comme une sorte de réserve géostratégique où on venait puiser les ressources pour assurer la compétitivité de ceux qui se font appeler abusivement grandes puissances, qui sont en fait des espaces de prédation. Pour utiliser les termes triviaux, on dira des espaces de grand banditisme, mais sauf que c'est du banditisme d'État. Donc, on puise les ressources en Afrique et on enrichit ces territoires, on enrichit les métropoles et on les rend compétitives au niveau international en feignant d'organiser tout cela autour de ce qu'on a appelé abusivement le droit international. Donc, dans le cas du Somaliland, vous avez une confrontation qui existe entre l'Éthiopie et l'Angleterre, une vieille confrontation où l'Angleterre a toujours manœuvré pour amputer des parties de territoire dans la Corne de l'Afrique et mettre à mal le royaume d'Éthiopie. Donc aujourd'hui, ça se poursuit avec une Somalie qui n'a pas un total contrôle de son territoire, une Éthiopie qui tente de prendre pied sur le territoire de la Somalie en soutenant le Somaliland, donc un affrontement géopolitique entre deux acteurs. Tout ceci se fait aussi sous fond de rivalité géopolitique entre de nouveaux acteurs qui sont arrivés. Vous avez les Émirats arabes unis qui sont arrivés derrière la Somalie, vous avez la Turquie également qui est présente en Somalie, vous avez de l'autre côté les Russes qui sont avec les Éthiopiens et tout ceci devient donc comme un terrain d'affrontement où les intérêts des peuples africains sont mis au second plan parce que quand vous regardez le Somaliland, il n'y a pas véritablement d'éléments de développement qui amènera à se dire que cette lutte est profitable pour cette population. Et quand vous regardez la Somalie, c'est aussi un espace où chacun vient tester de nouvelles armes ou bien vient tester son influence en activant des groupes armés qui créent l'insécurité, qui créent le sous-développement, qui amplifient la misère et qui font qu'on croit que ce pays est maudit, pourtant assis sur des mines d'or, sur des mines de richesse immenses. Très bien, Jonathan, merci. Omar, je viens vers vous pour cette dernière question, pour cette rubrique. Durant cette année, on a remarqué, ou bien durant l'année qui vient de s'écrouler, mais aussi c'est un événement qui s'est chevauché sur l'année 2025. C'est la fin de ce qui est le bras armé de la France-Afrique. Plus précisément, la présence militaire de la France. Quel commentaire faites-vous justement déjà, on va partir de ce postulat. C'est le bras armé de la France-Afrique qui s'en va. Cela ne veut pas dire la fin de la France-Afrique, n'est-ce pas? La France-Afrique, c'est une bien triste histoire et nous payons un prix très fort. Regardez ce qui se passe et regardez le discours qu'a tenu le président français devant ses ambassadeurs, un discours plein de mépris, d'arrogance, de suffisance et d'incohérence vis-à-vis de ce continent et des pays africains, parce que la France-Afrique perd beaucoup de terrain. Beaucoup de terrain a été perdu grâce au combat qu'ont mené les panafricanistes d'abord, et nous en avons un dans le studio, enfin qui est présent avec nous autour de cette table. Et donc nous avons été heureux d'avoir à nos côtés des gens qui depuis longtemps se battent
contre cette France-Afrique avec son bras armé que sont les relais, et malheureusement il y en a. Dans aucun pays au monde, vous n'avez une sollicitation totale de la population qui adhère à la démarche des gens qui veulent être libres. Et le problème actuel, c'est que l'Afrique veut être libre. Mais ces pays que citait notre ami Jonathan ne veulent pas de la liberté de ces pays. Ils ne veulent pas que ces pays soient des pays souverains parce qu'ils continuent de fonctionner avec des schémas éculés qui datent de 3-4 siècles et qui consistaient justement à les aider à piller davantage les richesses de nos pays. Donc aujourd'hui, la France-Afrique a perdu énormément de terrain, elle va encore en perdre beaucoup, mais la bataille ne sera pas aisée parce qu'il y a dans l'esprit des ex-colonies, il y a des ex-métropoles, pardon, il y a encore des velléités et il y a des partisans de cette colonisation qui n'ont pas digéré le fait que des pays africains veuillent se libérer. Et donc, nous allons aller vers des affrontements de plus en plus importants. Regardez les réactions du président du Tchad, du Premier ministre Ousmane Sonko au Sénégal et la création du CNSP au Niger, Assimi Goïta. Enfin, tout ce qui se passe actuellement, mais ça ne se passe pas que pour les pays de francophonie, ça se passe avec l'ensemble de tous les pays d'Afrique. Et donc, le combat que mènent les africanistes, c'est un combat qu'il va falloir encourager. Et c'est pourquoi je voulais commencer mon émission en présentant mes félicitations à Algérie 24 News, parce que le combat pour l'Afrique est un combat digne de se produire et nous devons l'accompagner, nous devons faire solliciter tous les personnels qui puissent exister à travers ce continent, de sorte qu'on puisse dire les choses et remettre en place. Il n'y a pas que les hommes politiques qui doivent le faire, mais il y a aussi l'intelligentsia, les intellectuels, les universitaires, les hommes politiques, etc., doivent se mobiliser pour lutter pour leur liberté et leur dignité. Très bien, merci Omar. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après ceci. Vous l'aurez compris, très chers téléspectateurs, la France-Afrique, ce n'est pas que les bases militaires, c'est aussi le franc CFA, c'est aussi la présence d'une façon ou d'une autre, la domination culturelle, mais aussi la domination de la pensée. Omar Ben Barty a dit quelque chose de très intéressant en fin de son intervention, estimant qu'aujourd'hui, le combat contre la France-Afrique est le combat de tous, le combat de l'intelligentsia, le combat de tous les peuples africains. Justement, face à cela, Jonathan, on voit que durant des années, la Ve République a investi dans ce domaine culturel qui est la domination culturelle, en particulier des élites africaines qui ont façonné aussi à leur manière ce système qui s'appelle la France-Afrique. Aujourd'hui, face à la mutation de la stratégie française en Afrique qui essaye de contrôler les ports, notamment avec la reconnaissance de la souveraineté du royaume du Maroc sur sa colonie qui est le Sahara occidental, le contrôle qu'il a des ports un peu partout en Afrique de l'Ouest, mais aussi ces relais qui sont l'intelligentsia, qui sont les médias, etc. Comment est-ce qu'aujourd'hui on peut construire justement une intelligentsia en contre-offensive face à tous ces relais qui sont rodés finalement depuis Charles de Gaulle et ses réseaux Focart jusqu'à aujourd'hui, Emmanuel Macron et l'ensemble de ces relais? Ce que vous dites correspond à la nouvelle stratégie de la France-Afrique. On se souvient que lors de son intervention en 2024, c'était lors du même exercice tout à fait médiocre qu'on a observé il y a de cela quelques jours. Macron nous faisait comprendre que la nouvelle France-Afrique sera une France-Afrique de l'intimité. Il parlait de la diplomatie de l'intimité. C'est quoi la diplomatie de l'intimité? C'est les artistes, c'est les religieux, c'est les intellectuels, c'est un ensemble d'acteurs, les promoteurs culturels, c'est aussi les hommes d'affaires. La France a pensé sa survie en tant qu'empire colonial ou bien en tant que sa profit international dans une sorte de construction d'un soft power. Et ce soft power-là, c'est effectivement ce à quoi vous faites référence, c'est des intellectuels que nous croisons, qui sont les premiers adversaires des panafricanistes, parce que quand il faut moquer le combat panafricaniste ou bien
le tourner au ridicule. C'est les intellectuels que la France a cooptés dans ces cercles dans ces cercles de réflexion qui vont venir donner une image tout à fait caricaturale de ce qu'est le panafricanisme. Vous avez des hommes d'affaires qui refusent de s'engager pour l'Afrique. Regardez les médias panafricanistes, regardez le combat panafricaniste. Vous verrez que les hommes d'affaires sont hésitatifs à appuyer les logiques panafricanistes parce qu'il existe des mesures de répression. Vous avez parlé des contrôles de ports. Il y en a qui peuvent subir des mesures de rétorsion sur ces ports lorsque leurs marchandises transitent par ces ports. Donc, la France a maintenu cette position-là et elle utilise des acteurs politiques qui sont encore en place. Vous avez par exemple au niveau du Bénin, les révélations du général Tchani sont fracassantes, celles qu'il a réalisées sur le média national du Niger. Elles sont fracassantes dans la mesure où il nous révèle qu'il y a des hommes d'État qui sont au cœur de vastes complots. Des hommes d'État comme le ministre de l'Intérieur béninois, comme le chef des services de renseignement. Et là, vous avez bien fait de citer que ce n'est pas seulement l'Afrique francophone, c'est également l'Afrique dite anglo-saxonne. Vous avez le chef des renseignements nigérian qui a été indexé dans un vaste complot de déstabilisation. J'ai suivi une interview où la DGSE française allait chercher un citoyen algérien. Le très regrettable parce que vraiment, quand un Africain se livre à de tels actes, il devient pire qu'un barbare. Ce dernier, je ne vais pas citer son nom pour ne pas lui faire la publicité, mais il est passé sur vos antennes et il a dit comment la DGSE voulait qu'il déstabilise l'Algérie. Donc, la France-Afrique procède maintenant par des mécanismes de l'intimité. L'intimité, c'est les gens avec qui nous interagissons au quotidien. Ils ont compris que dans le combat frontal, la position de l'État français en tant qu'empire ou bien État colonial, eh bien, à ce niveau, le combat est gagné pour les Africains. Nous avons réussi à conscientiser les dirigeants au point où certains n'hésitent pas à dire à la France ces 4 vérités en face. D'ailleurs, le grand frère vient de vous citer le cas du Premier ministre Ousmane Sonko, le cas du président, du ministre des Affaires étrangères de la République du Tchad. Ils ont clairement montré leur désapprobation vis-à-vis du discours assez maladroit, mais surtout méprisant d'Emmanuel Macron, où on a vu un chef d'État pendant 1h44 passer le temps à se justifier et à chercher les petites embrouilles avec certains États. Donc, pour nous, c'est la preuve que les États ont déjà pris la mesure de la chose. Reste maintenant les populations, parce que la victoire du panafricanisme sera la victoire des peuples dans un engagement de libération totale. Il faut que les peuples africains prennent conscience que le nouveau combat, c'est dans une bataille du quotidien avec des individus qui n'ont plus la casquette de chef d'État seulement. C'est aussi parfois un frère qui est un intellectuel, un frère qui est un homme d'affaires, un frère qui est un promoteur d'ONG, dont des acteurs qui vont toujours vouloir nous introduire dans les réseaux de pillage de nos ressources ou bien dans les réseaux qui participent du néocolonialisme. Très bien, je viens vers vous, Omar Benbarti. À la lumière de ce que vient de nous dire Jonathan Batongene, on va revenir à la Ve République. Depuis la nuit des temps, depuis l'avènement de la Ve République, suite à la fin de la colonisation algérienne et à la fin de la Quatrième République, arrive la Ve République et depuis, on s'est toujours gargarisé de ce rôle positif de la colonisation. De Charles de Gaulle à Emmanuel Macron, passant par Pompidou, Sarkozy, Hollande, tous ces présidents et même les hommes politiques français ont toujours mis en avant ce rôle positif de la colonisation. Est-ce que finalement, pour la France-Afrique est au cœur même de l'existence de la Ve République? Oui, c'est vrai. Mais ce que je voudrais dire, en reprenant un peu les propos de Jonathan, c'est que le combat pour la souveraineté, c'est vrai que c'est un combat pour les peuples. Ce ne sont pas seulement les hommes politiques et les chefs d'État, même si la conscientisation avance à grands pas, mais toujours est-il que ce sont les peuples qui doivent se battre de sorte qu'ils puissent recouvrer une souveraineté totale, pleine, entière, et en même temps responsable, bien entendu. Mais cela suppose 2 ou 3 choses. La première chose que nous devons faire, nous, universitaires, intellectuels, en politique ou leaders d'opinion, ce serait de se réapproprier notre histoire. Il faut que l'on connaisse l'histoire qui est la nôtre. Notre histoire, nos traditions,
notre œuvre civilisationnelle, contrairement à ce qu'a voulu prétendre l'Occident. On laisse croire que l'Afrique n'a jamais produit de civilisation, c'est faux. Et donc il y a un travail qu'avait commencé Cheikh Anta Diop, mais bien avant lui, il y avait aussi d'autres personnes. Mais ce travail ne devrait pas cesser. Aujourd'hui que nous avons des élites intellectuelles d'une autre qualité, il est temps pour nous de nous réapproprier, de travailler sérieusement sur la culture, parce que ce qu'a dit Jonathan est tout à fait exact. Ce soft power qui se met en place, cette diplomatie de l'intimité, etc., on peut absolument utiliser des relais locaux de sorte qu'ils puissent perpétuer leur... Jonathan, on va rebondir directement sur ce que vient de dire Omar Benparti. Omar a parlé justement de cette déshumanisation et de cet effacement de l'histoire de l'Afrique qui a connu une histoire riche avant la période précoloniale. Est-ce qu'aujourd'hui, le parallèle entre cette déshumanisation de la Palestine, déshumanisation de Mayotte, déshumanisation de la Kanaki rentre dans ce relais, dans ce régime-là de la domination occidentale sur le tiers-monde? Oui, vous savez, le projet colonial avait quelque chose de malsain. C'est qu'il s'est produit à un certain moment dans le projet colonial de l'Occident surtout, une déshumanisation d'une grande partie de l'humanité. D'abord, ils ont fait appeler tous les peuples qui colonisaient les primitifs. Il y a toute une ethnologie coloniale qui a été construite pour la circonstance. Cette ethnologie venait explorer les primitifs de la société. Et ces primitifs, c'était soit les Africains, soit dans le Maghreb, les sociétés berbères, soit ils partaient explorer les peuples arabes ou bien les peuples chinois, indiens. En fait, pour eux, tout ce qui était étranger était un primitif. Ils n'avaient rien qui relève de la civilisation. Ils étaient porteurs d'une civilisation. Ce déni d'humanité à une partie de l'humanité, excusez la redondance, et vous voyez à quel point c'est tellement barbare de penser ainsi, ce déni a fait que l'Occident, dans la conception de son hégémonie, s'est toujours considéré comme une humanité supérieure, comme une entité entièrement à part sur la Terre. Et vous avez vous-même cité des pays actuellement qui sont victimes de colonisation. Dans un contexte où on nous dit que non, il y a le droit international et on respecte la souveraineté des peuples. Vous avez la Kanaki, c'est-à-dire la Papouasie, la Guyane, pardon. La Guyane a un statut bien connu. C'est un territoire qui devrait devenir un État à part entière. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont un parlement, ils avaient tout un processus de décolonisation qui était enclenché au niveau des Nations Unies, ça n'a jamais été respecté. C'est une colonisation active au XXIe siècle, entérinée par l'Union européenne, parce que l'Union européenne les reconnaît également comme des territoires marins de l'Union européenne. Vous avez Mayotte, Mayotte qui est une terre comorienne. La France a amputé Mayotte des Comores et ils ont récupéré Mayotte. Pour eux, les Comores ne méritent pas d'avoir Mayotte parce que la France a besoin des ressources stratégiques gazières notamment qui sont autour de Mayotte. Donc, ils ont créé cette manière de marginaliser d'autres personnes, d'autres individus, d'autres êtres humains comme eux, et ont justifié cela par un ensemble de prétextes qui sont en fait des alibis, qui n'ont rien de fondamental. Et ce déni d'humanité est ce qui préside encore à quelque chose qu'on appellerait du racisme dans la conception actuelle du néocolonialisme. Parce que d'après l'idéologie néocoloniale, pourquoi un Français voudrait dominer un Algérien? Parce que le Français est une humanité supérieure. Parce que la France est une puissance qui a produit le raffinement civilisationnel. C'est comme ça. Vous allez suivre leurs émissions, c'est l'idée qui transparaît toujours. Il y a un sentiment de supériorité naturelle qui est prédominant dans tout l'Occident, dans ce que le président Vladimir Poutine appelle l'Occident collectif. Et au nom de ce sentiment d'humanité supérieure ou bien de supériorité naturelle de l'Occident, l'Occident se prévaut du droit de régimenter et de piller tous les autres territoires sur la Terre. C'est effectivement un mensonge, ça n'a que trop duré. Et dans le combat panafricaniste et dans les luttes de libération actuelles, nous sommes en train de casser cette dynamique et de montrer
à chaque peuple que normalement, il doit être considéré comme tout autre, il doit être égal et que chacun doit avoir les mêmes chances avec ses atouts, avec ses ressources dans le chapitre de la rencontre des peuples au niveau mondial. Très bien, Jonathan. Très chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après cette petite page publicitaire. Très chers téléspectateurs, bienvenue dans ce plateau de Cap sur l'Afrique. Comme vous le savez, c'est la grande reprise de Cap sur l'Afrique. Nous sommes le premier numéro de cette deuxième saison 2025 et ce soir, on s'intéresse à cette fameuse histoire qui a empêché les peuples africains d'avancer comme ils le voulaient, comme ils avaient décidé au lendemain de l'indépendance. C'est l'histoire de la France-Afrique. On n'en parlera jamais assez de ça aussi parce qu'il faut recorriger l'histoire, il faut se réapproprier notre histoire et en finir avec la domination de l'histoire et la domination culturelle au même titre que la domination coloniale, mais aussi la domination sécuritaire. Omar Jonathan a dit qu'il y avait beaucoup de mépris dans le discours du président français, comme l'ont signalé d'ailleurs le Premier ministre sénégalais ou encore le chef de la diplomatie. Le chef de la diplomatie tchadienne, y compris la diplomatie algérienne, mais aussi l'ensemble des panafricains qui ont directement réagi à ces propos dans lesquels Macron s'adressait, faut-il le rappeler, aux diplomates français. Avant-hier. Omar, aujourd'hui, la France, dans cette mutation, dans 80 ans, après son contrôle total pratiquement de l'Afrique, mais aussi de ce qui a été établi comme ce qu'on appelle l'ordre mondial. Comment est-ce qu'aujourd'hui la France est en train de continuer justement à faire rouler ces relais en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, où aujourd'hui on peut le dire que le Sahel et l'Afrique de l'Ouest sont à la croisée des chemins? Je crois que Omar a un petit souci. Je viens vers vous, Jonathan Batengene, pour la même question. En Afrique de l'Ouest, vous avez des dirigeants comme Alassane Dramane Ouattara. Pour ceux qui ne le savent pas, au-delà du politique, est-ce qu'on peut parler justement de l'économique, de comment est-ce qu'aujourd'hui les entreprises françaises sont en train de piller, et on oublie souvent ce volet, les entreprises françaises sont en train de piller les richesses africaines et on le dit pas assez. Tout à fait. Dans le domaine économique, permettez que je développe avec le premier élément. Alassane Dramane Ouattara, c'est un dirigeant qui est arrivé par la suite d'un coup d'État. Un coup d'État qui a été orchestré par Paris avec Nicolas Sarkozy de Borsa. Aujourd'hui, tout le monde sait que celui qui avait gagné les élections, c'est le président Laurent Gbagbo. Mais il a été éjecté du pouvoir à la suite d'un coup d'État qui était soutenu par la CEDEAO. Et là, ça permet de bien comprendre le truc. Que rend comme service Alassane Dramane Ouattara à la France aujourd'hui? La France contrôle 14 pays d'Afrique, c'est-à-dire ceux qui sont dans la zone CFA, à partir d'une monnaie. En Afrique de l'Ouest, il y a une grande majorité, je crois 8 pays, qui sont membres de cette union. Et ces pays, tous les ans, déposaient près de 50% de leurs réserves au niveau du Trésor français. C'est une convention qui existe entre la BCEAO et le Trésor français. Et ces fonds qui restent, ces réserves qui restent, servent à alimenter le Trésor français et à permettre à la France d'avoir toujours une balance commerciale positive. Et lorsque la France a une crise économique, elle va piocher dans les réserves des pays africains qui déposent leurs réserves là-bas, parce qu'il y a les 8 pays d'Afrique de l'Ouest, les 6 pays d'Afrique centrale et il y a également les Comores. Donc, elle va piocher dans ces ressources-là et utilise ces fonds pour stabiliser son économie. Aujourd'hui, ce mécanisme est connu. Et l'un des hommes qui manœuvre à ce que le franc CFA continue à avoir pignon sur rue au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est le président Alassane Dramane Ouattara. Il est soutenu dans cette forfaiture par un ensemble d'autres dirigeants
qui sont considérés comme les laquais ou les sous-préfets de la France dans cette région. Vous avez également, dans la même lancée, le président Alassane Dramane Ouattara qui a travesti un projet qui était louable, qui visait l'autonomie économique, l'autonomie financière de cette région. C'est le projet de la monnaie éco. La nouvelle monnaie éco émerge avec la volonté du dirigeant ghanéen et des dirigeants nigériens de voir la sous-région unie autour d'une seule monnaie. Et ces dirigeants avaient pensé, avaient cru bon, je crois, Olusegun Obasanjo et son homologue du Ghana, avaient cru bon intégrer dans les pays francophones qui utilisaient le CFA dans cette union monétaire. Sauf qu'en 2019, Alassane Dramane Ouattara, dans son larbinisme, va aller rencontrer le président Macron, avec qui ils vont échanger. Et les résolutions qu'ils vont prendre, ça sera de faire de l'éco un franc CFA bis. Et les mécanismes qui permettent de dire que l'éco va devenir un franc CFA bis, il y a par exemple la parité avec l'euro, qui est une des dispositions actuelles du franc CFA. Il y a le deuxième élément, c'est la présence d'observateurs de la France au sein de la Banque centrale, ce qui est une absurdité car on ne saurait voir un Africain au sein de la Banque centrale européenne ou bien un Américain au sein de la Banque centrale européenne. Et vous avez également le dernier élément, la fabrication, le dépôt des réserves. La France va garantir également ce dépôt des réserves-là. Donc, c'est des mécanismes qui montrent qu'on avait affaire à un franc CFA bis. Ce n'est pas véritablement une monnaie pour autonomiser la sous-région, c'est une manière de recoloniser. La France sait que sans ce contrôle financier, face aux économies africaines, elle a très peu de chance. D'ailleurs, vous allez remarquer que la majorité des pays africains qui observent un développement fulgurant sont tous détenteurs d'une monnaie souveraine. Et pour que les pays de la zone CFA commencent à envisager une politique monétaire qui justement, Jonathan, je vous arrête, on va revenir justement sur ce point parce que le franc CFA aujourd'hui, comment est-ce que l'Afrique peut justement s'extirper de ce franc CFA? Je viens vers vous, Omar Benparti. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire finalement que le franc CFA est la pire des armes de domination que détient aujourd'hui la France entre ses mains? On l'a vu sur la carte, c'est quand même 14 pays, c'est 80 ans d'existence, 14 pays en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale, n'est-ce pas, Omar? Il est indécent de voir des pays être dirigés par la Banque de France. C'est indécent, c'est inacceptable. Je pense que la première chose que devraient faire les pays africains de la zone CFA dont vous parlez, les 14 ou 15 pays qui sont encore sous le joug du franc CFA, qui est imprimé à chamalière, je vous le rappelle, c'est la Banque de France et le Trésor français qui gèrent cet argent. Et avec cela, ils parlent d'aide au développement, de soutenir certains pays. C'est faux, c'est archi faux. Et ça, les économistes africains l'ont démontré en long, en large et en travers. Mais toujours est-il que moi, je ne comprends pas pourquoi des pays qui se déclarent indépendants depuis une soixantaine d'années continuent d'utiliser une monnaie qui n'est pas la leur. À partir du moment où on déclare son indépendance, on doit avoir sa propre monnaie. Et moi, je demanderais que ces pays qui ont maintenant le courage d'avoir la capacité de mobiliser leurs propres ressources, leurs minerais, l'or qu'il y a au Mali, les hydrocarbures qu'il y a au Nigeria, les hydrocarbures qu'il y a au Niger, etc. À partir de ce moment-là, ils doivent avoir leur propre monnaie. Et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi on traîne encore, parce que peut-être qu'il y a des querelles sur le fait qu'il faut que la France rembourse, mais la France ne remboursera jamais. Et il ne faut pas se faire d'illusions. Même les tribunaux, si le droit international était sollicité, les tribunaux iront dans le sens de dire « Ah oui, mais c'était des colonies et c'était un accord avec les États, etc. Donc on ne peut rien vous donner. » Mais à partir du moment où je déclare que je suis la Confédération des États du Sahel, l'AES, à partir d'aujourd'hui, demain, je décide de dire « Ça y est, je crée une monnaie et j'en ai rien à cirer, moi, de savoir que le franc CFA continue à sévir dans ces pays. » Ce n'est pas la Banque de France qui va décider du sort du pouvoir d'achat des Maliens, des Nigériens. Une petite question, si vous le permettez. Je rappelle quand même que
le franc CFA, il y a eu des dirigeants africains qui ont tenté de se battre contre. Je pense notamment à Sékou Touré ou encore à Olympio, qui a été, comme nous le savons, assassiné par ces réseaux-là de la France-Afrique ou ces moyens de domination. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France est prête à aller jusque-là? Je sais que la question peut paraître un peu simpliste, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la France est prête à aller jusque-là, jusqu'à empêcher des dirigeants souverains pour maintenir ce franc CFA dans sa banque ou la monnaie ouest-africaine dans son giron? C'est l'objet du combat, c'est la lutte que mènent les panafricanistes, c'est la lutte que mènent certains dirigeants dans certains pays d'Afrique francophone, de dire il est temps pour nous de passer à autre chose. Et cette lutte-là, maintenant, si les gens de la DGSE vont continuer à assassiner je ne sais qui, tel chef d'État ou tel autre chef d'État, et essayer de lui mettre des bâtons dans les roues, il appartient à ces pays de développer leur propre réseau. Il y a une communauté africaine très importante en France. À partir de ce moment-là, agissez. Il ne faut pas rester dans l'expectative et dans le verbe et de dire nous allons faire, nous sommes. Jonathan, justement, Omar a dit qu'il fallait aujourd'hui cette mobilisation. On a beaucoup parlé ce soir de cette mobilisation, de l'intelligentsia et de l'ensemble des acteurs africains, justement, pour finir de la domination néocoloniale et impérialiste. Mais aujourd'hui, on sait qu'aucun pays, finalement, ne peut décider à titre individuel de se retirer. Pourquoi cette complexité? De quoi est composée cette complexité au point, finalement, où il va falloir une décision collective de l'ensemble des pays qui sont soumis à cette monnaie pour pouvoir s'en sortir? Vous savez, le franc CFA, c'est un mécanisme qui permet à la France de contrôler par ricochet les ressources naturelles. Pourquoi? Parce que tous les pays qui sont membres de la zone CFA sont des pays qui exportent majoritairement les ressources naturelles. Or, le marché international, quand vous le regardez, il consiste, ou du moins le commerce international, il consiste en l'achat de produits, des ressources naturelles, leur transformation et leur revente sous forme de produits manufacturés. Et pour que la France reste compétitive, parce qu'elle n'a pas toujours les moyens de suivre la compétition avec les puissances économiques comme la Chine ou les États-Unis ou encore même l'Allemagne, pour que la France s'assure d'avoir toujours le contrôle, il faut avoir ce genre de mécanisme monétaire qui lui permet de jouer sur son influence dans ces pays et d'obtenir toujours les meilleures parts en matière d'exploitation des ressources naturelles. Donc, le franc CFA est un outil vital pour l'économie française. Sans le franc CFA, la puissance économique de la France s'effondre d'un pourcentage qui pourrait même donner des vertiges. Regardez seulement que les 3 pays de l'Alliance des États du Sahel sont sortis du franc CFA. Vous avez vu, on a coupé la France du marché de l'uranium. Aujourd'hui, toute l'Union européenne est prête à acheter l'uranium directement au Niger. La France a même protesté auprès de l'Union européenne, puisque tout le monde était dans le besoin, on lui a dit, bon, tu peux te fâcher, mais ce n'est pas notre problème, nous voulons survivre. Donc, avec les pays qui s'émancipent, la France perd le contrôle de ses ressources naturelles. Or, ces ressources naturelles étaient aussi un atout de ce que la France a toujours appelé sa puissance à l'international. Quand la France savait que vous voulez des ressources naturelles dans ces pays, la France vous obligeait à passer par ces couloirs. Ça faisait en sorte que la France était un acteur incontournable sur le marché des ressources naturelles en Afrique. C'est l'un des éléments qui est caché derrière le franc CFA. Il faut noter que l'idée du franc CFA est une idée nazie. De Gaulle récupère l'idée du franc CFA chez les nazis allemands parce qu'ils avaient prévu de donner une telle monnaie à la France. Et donc, De Gaulle se réapproprie le projet et il l'implémente dans l'ensemble de l'Afrique. Et c'était un projet qui visait à empêcher que la France soit un État véritablement souverain. Donc, pour la France, si les Africains se débarrassent du franc CFA, ils peuvent récupérer leur souveraineté monétaire et par conséquent, leur souveraineté économique, ce qui vient casser le système de la France-Afrique. Pour ne pas perdre cette place, la France se bat donc et est prête à éliminer tous ceux qui essaient de se dresser sur son passage contre l'utilisation de ce franc CFA. Mais aujourd'hui, la situation est en train de changer positivement et c'est ça qui est intéressant parce que de plus en plus, des réflexions ont émergé et
Aujourd'hui, on a des phases où certains États ont déjà pris des mesures. On annonce que dans les prochains mois, l'on pourrait avoir, ou bien dans les prochaines années, mais ça c'est une garantie, hein, dans les prochaines années, beaucoup d'États qui utilisaient le franc CFA auront déjà les capacités de battre leur propre monnaie. D'ailleurs, dans l'Alliance des États du Sahel, vous avez vu ils sont en train de constituer leurs réserves d'or. Le Mali a constitué 70 de réserves d'or. Très bien, Jonathan. Très bien, Jonathan. Malheureusement, Jonathan, on arrive à la fin du temps qui nous est imparti pour cette émission. Merci de m'avoir accompagné pour ce nouveau numéro de cette nouvelle saison 2025 de Cap sur l'Afrique. Je remercie également Omar Benbarti qui m'a accompagné tout au long de cette émission. Quant à vous, très chers téléspectateurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente suite des programmes sur Al24 News. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous.